Ok, allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, pas de facecam aujourd'hui, je le ferai comme je vous l'ai dit une fois de temps en temps, mais on s'en fout, c'est pas ma tronche qui compte. Bref, aujourd'hui on va parler d'un truc hyper intéressant parce que bon ben, à défaut de pouvoir faire quelque chose réellement sur les marchés, on va prendre un petit peu de temps pour faire une analyse quantitative et qualitative du marché parce que il se passe toujours rien, on est bien d'accord. Il n'y a pas de changement réel, si ce n'est de la volatilité à court terme. Donc il est temps, à mon avis, de regarder des métriques. Des choses qui nous permettent de voir ce qui se passe sous la surface, parce que évidemment en ce moment je vois tout et n'importe quoi en termes de futur hypothétique, etc. Donc il faut bien vous rappeler un truc. Ce qui se passe à court terme, pour l'instant, c'est de la volatilité. Et on en a parlé très en détail depuis plusieurs semaines, que l'arrivée sur le top de la market cap globale crypto était une zone très piégeuse dans laquelle soit on allait avoir des débordements du sommet historique, mais des replis après. On avait bien dit, si on déborde le sommet historique du crypto total, on aura forcément un peu de volatilité au-dessus de cet ancien sommet, voire des réintégrations avant de pouvoir valider l'installation de la valeur. C'est-à-dire que moi, ce que je pensais, c'est qu'on franchirait le niveau, on ferait n'importe quoi, etc., etc. Bon, l'histoire, pour l'instant, tente à prouver qu'on a fait plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi sous la résistance, avant, normalement, de la traverser. On l'a vu, les signaux techniques et... ça présage pas de l'avenir, mais statistiquement parlant, c'est quand même des trucs que j'utilise depuis des années. Et pour moi, la statistique est quand même assez fortement orientée dans le sens où, désolé, mais ça semble plutôt présager encore sur des hausses de valorisation à venir et pas du tout la fin d'un cycle sur les cryptos. On va regarder d'autres métriques qui viennent de Glassnode et qui m'intéressent beaucoup parce que donc là, comme je vous dis, c'est creuser sous la surface pour regarder des métriques on-chain pour voir un petit peu si effectivement l'hypothèse d'un bear market à venir est sous-jacente ou est-ce qu'elle est juste vraiment réelle et est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un bear market. Alors comme toujours, il faut apprendre à lire ces trucs-là correctement, c'est-à-dire que si vous regardez ça en disant « Ah punaise, ah ouais mais c'est facile », en fait, donc quand on est là c'est fini, voilà, non, regardez, le mec qui aurait acheté ici, il a bien souffert, d'accord ? Enfin, il a bien, voilà, de même que si vous dites « Ah ouais, là parfait, j'achète, etc. », bon, ça veut dire que vous achetez ici, bon, c'est pas bien génial, donc faites attention. Par contre, ce qui est important, c'est toujours de savoir lire ces outils, c'est-à-dire ne pas regarder avec un aspect et un survol rapide, mais bien regarder les dynamiques qui sont en place et voir à quel moment elles se reproduisent. Pour d'une part donner des timings, c'est-à-dire que ce qu'on y trouve ici, moi je regarde d'abord toujours une vision d'ensemble. Vous voyez, je vous donne même mon astuce, comment je fais pour d'abord regarder des corrélations, ou en tout cas des choses que je peux étudier dans le marché, quelle qu'elle soit, que ce soit un nouvel indicateur, un nouveau machin, premier truc que je fais, je plisse les yeux. Oui, je plisse les yeux et je me dis, ok, c'est quoi la structure globale déjà? Est-ce qu'il y en a une? Bon, là, il n'y a pas de doute, on voit bien qu'il y a un aspect cyclique. Et ici, là, qu'est-ce qui se passe? Soit les cycles se raccourcissent, soit justement, c'est qu'on a eu ici une petite anomalie de cycle, et en soi, on voit bien que la cyclicité, elle est assez facile à lire. En plus, elle est calée sur les halvings. Donc, faut pas, voilà, il y a bien effectivement ici quand même une logique derrière le Bitcoin vis-à-vis de cette histoire-là. Donc, oui, évidemment, on pourrait rentrer dans une zone un peu piégeuse où effectivement, en regardant cet indicateur, on voit bien que le cycle, on serait plutôt ici sur un sommet de cycle et à venir éventuellement un bear market. Ok? Ça, c'est ce qu'on voit au premier regard. Par contre, évidemment, comme je vous dis, si les choses étaient prévisibles, ça se saurait. Donc, on va faire relativement attention et on va regarder d'autres métriques là-dedans. On va étudier les structures intermédiaires, c'est-à-dire comment se construisent les cycles haussiers, comment se construisent les cycles baissiers et est-ce qu'il y a une forme de récurrence qui se met en place ou est-ce que c'est juste voilà, le cycle majeur basé sur les cycles de halving, point barre, on ne va pas chercher plus loin. Il y a des cycles où ça surachète et puis après on s'épuise, etc. Alors, ce qu'on peut noter, donc ici on a un cycle très particulier, qui est un cycle qui se fait en une fois, c'est le cycle de la bulle spéculative, où évidemment ici, la plupart du supply se trouve en très net profit à la fin du cycle, et puis évidemment on passe de bull market à bear market d'un coup. Okay ? C'est-à-dire qu'ici, la spéculation est tellement rageuse qu'au bout d'un moment, tout le monde gagne. C'est tellement facile. Et puis, très rapidement, on voit que le pourcentage de comptes en perte explose jusqu'à arriver, évidemment, au pire du bear market. Ok. Bon, est-ce que ça correspond avec le cycle qu'on a aujourd'hui? Non, pas du tout. Alors, on a eu un petit peu, effectivement, de surachat. Mais comme on l'a dit, on vient ici aussi d'un bear market qui a été beaucoup plus long que le bear market précédent. Enfin, non, relativement similaire, en fait. Hop.
Et ce qu'on peut voir derrière, c'est que pour l'instant, cette hyper spéculation, on ne la voit pas. Elle a duré, nous, près de la moitié du temps. C'est-à-dire que si on comparait ce cycle, aujourd'hui, on en serait à peu près là. Le repli, on le voit, a été beaucoup plus douloureux, parce qu'on va le regarder derrière sur le supply in loss, mais c'est pas du tout la fin du monde. Ça semblerait plutôt se caler sur un cycle qui ressemble à celui-là. C'est-à-dire qu'on vient ici chercher pas mal de profits et évidemment ça cause derrière des pertes. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on voit que le zone de repli est à peu près similaire. On part évidemment dans une zone où tout le monde gagne de l'argent, c'est génial, on est tous millionnaires grâce aux cryptos, c'est fantastique. Maintenant ce qu'on voit, c'est qu'ici ça s'est produit avec beaucoup moins de volatilité qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'ici il y a quand même un peu d'hésitation, il y a eu des gens qui ont perdu un peu. Donc évidemment, ce qu'on a aujourd'hui, c'est le même type de marché que ça, à mon avis, mais juste plus nerveux. Donc, est-ce qu'on a fini ici le cycle haussier? J'en ai pas du tout le pressentiment, surtout parce que, je vais aller un petit peu plus loin, l'aspect cyclique du Bitcoin, il est dû au halving, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même thématique. Là, aujourd'hui, on n'est plus en train de simplement se poser la question de savoir combien de Bitcoin vont être en circulation, parce que l'effet cyclique du halving, théoriquement, est supposé s'estomper à travers le temps, au fur et à mesure que le driver de ce marché n'est plus le supply, mais la demande. Aujourd'hui, le problème, c'est que la demande n'est plus constante ou progressive comme elle a pu l'être à l'époque, et dans ce cas-là, c'est les rythmes du supply qui, mécaniquement, font bouger les prix et l'offre et la demande. En tout cas, ils sont impactants. Aujourd'hui, la demande est telle, parce qu'on a une adoption généralisée qui commence à se mettre en place, qu'il faut se poser la question de la nécessité de suivre les cycles de l'offre. On va probablement les suivre toujours, mais probablement de façon beaucoup plus hachée. Et ceci pourrait commencer à expliquer que depuis 2019, les niveaux d'adoption ont dépassé les niveaux simplement liés au supply. Moi, perso, je vous dis, avant 2018 et avant la bulle des débiles, j'avais franchement jamais entendu parler du Bitcoin. Aujourd'hui, tout le monde en entend parler. De plus en plus de monde s'investit, donc on commence aujourd'hui à avoir un marché de demande, et ça risque de changer nos cycles spéculatifs. Donc, premier assessment, j'ai l'impression qu'on est toujours dans le cycle haussier, parce que l'adoption se poursuit. Le halving pourra effectivement avoir un effet lié au supply, mais il faut vous rappeler aussi que l'effet qu'aura le halving sur le supply se réduit mécaniquement de façon parabolique, puisque comme on est sur du divisé par 2, évidemment, divisé par 2 à la base, la rémunération, puis redivisé par 2, ce qui a été divisé par 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on est bien ici sur une courbe en logarithme. Donc il faut bien comprendre qu'à travers le temps, cet effet cyclique du halving va se dissiper. Et d'autant plus en ce moment avec le cycle de demande. Donc, ça, c'est le premier des trucs qu'on va noter. Les dissensions qu'on a ici au niveau du cycle font quand même un sens sur la liaison fondamentale. C'est pour ça qu'à mon avis, il vaut mieux étudier la construction de ce cycle haussier. Notez qu'il y a eu donc une anomalie ici, où on n'aurait jamais dû repasser. Bon, là, l'explication est très vite trouvée, c'est le Covid. Donc, en théorie, si le cycle n'avait pas été perturbé, à mon avis, on aurait eu quelque chose qui ressemblait à ça. C'est-à-dire un cycle avec, effectivement, des oscillations. Et c'est ce qu'on avait au début, d'accord? On aurait dû avoir ce type de cycle. Arrive la phase donc de premier surachat, arrachage haussier, etc., etc. Ce qu'on note, c'est que c'est encore plus haussier que ce qu'on avait connu en 2013, d'accord? Survient donc derrière une phase de baisse qui, et c'est important de le dire, revient chercher les anciens niveaux de support, etc., mais c'est pas non plus la fin du monde. Revient une phase de rehausse très très marquée, mais plus rapide. Ça fait un peu la pseudo-divergence, entre guillemets. Et c'est ça, à mon avis, qui nous attend. C'est-à-dire que si on étudie derrière la structure de prix, on y voit toutes ces similarités. Et c'est assez frappant en soi. Parce que si vous regardez, à l'époque, donc on a la phase de chute ici sur le prix du Bitcoin. On le voit évidemment sur le nombre de comptes en perte qui augmente. Derrière, ça rebondit. On a une rechute assez épidermique. Et derrière, on entame la phase one-shot complètement verticale à l'époque. Pour mémoire, hein, attention, on passe à ce moment-là d'un Bitcoin à 120 $ à derrière un Bitcoin à plus de 900 voire 1000 $. Donc là, on n'est pas du tout sur du petit move. Hein. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas du tout ce que j'entame aujourd'hui. Et c'est encore une des choses qui, à mon avis, renforce l'idée que la cyclicité liée au supply se réduit de plus en plus à travers le temps. Je m'explique. Parce que tout simplement, il faut que vous compreniez que...
que l'anomalie ici, elle est basée sur le stock-to-flow model. C'est de comprendre que plus évidemment l'aspect supply va se réduire et plus l'aspect demande va prendre le pas. Et comme la demande ici perdra normalement ce cycle lié au halving et va se baser principalement sur la demande, qui est principalement spéculative, on ne va pas se mentir, mais bien de comprendre que sur ce cycle-là, il faut clairement plus aujourd'hui espérer des x9. Mais ce qu'on est supposé retrouver, ce n'est pas donc des multiples de valorisation comparables, parce que rien ne l'est jamais. Mais la structure sous-jacente spéculative sera probablement respectée, dans le sens où il y a probablement dans ce cycle une prochaine phase dans laquelle l'intégralité des comptes vont être en profit. Et cette prochaine phase devrait durer beaucoup moins longtemps que celle-ci, qui a duré de, on va dire, décembre 2020, on est à peu près, non, on est novembre, jusqu'à avril. Donc ici, on est, on va dire, sur grosso merdo un peu moins de 2 trimestres de pur profit. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'époque, ça avait duré à peu près la moitié. Donc je m'attends derrière à ce qu'on ait une phase de surachat qui dure a priori un trimestre. Et cette phase de surachat doit normalement conditionner la fin de notre cycle. Ok ? Voilà pour moi le schéma que je suis pour l'instant, parce que le schéma ne me laisse pas du tout à penser que ça, c'est un sommet, parce que la chute pour l'instant est trop brutale, et comme vous l'avez vu, à l'époque, il n'y avait pas eu cette phase de rebond. On était réellement passé de hausse à baisse dû à la durée du cycle spéculatif. Je vais juste vous le montrer. Avant l'entrée, où pratiquement tous les comptes étaient gagnants, 98%, ici on était au 21 décembre 2016, ça a tiré derrière jusqu'à 2017 décembre. Un an complet de pur bull market où tout le monde gagnait de l'argent, c'était fantastique. 90 à 100% des comptes en gain. C'est tout le monde devient millionnaire, c'était l'Eldorado de l'époque. Alors oui, on a connu cet Eldorado ici, mais il n'a pas duré aussi longtemps. Et en toute logique, la structure qui nous y a préparé n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez qu'entre le point bas de la crise, d'accord, le point bas du point bas de là où justement il n'y a plus que 20% des comptes qui gagnent de l'argent, c'est-à-dire 80% des comptes sont en perte. Ok, bon, enfin, là on était à 35, pardon, je ne dis pas de bêtises. Mais bon voilà, 65%, 2 tiers des comptes sont perdants à ce moment-là. Imaginez-vous le truc, voilà, l'horreur du bear market, le vrai point bas. Ok, entre ici, alors je ne sais pas si on peut faire, non. Mais donc, en note, on est août 2015 jusqu'au sommet, du coup, décembre 2018. Donc on est sur du 2 ans et demi, ok, 2 cycles de hausse ininterrompus entre point bas, point haut. Moi, je pense que notre point bas, c'est le Covid, et que du coup, on a encore, à mon avis, encore un an et demi, allez, plus un an de bull market, et ça correspond toujours avec les métriques que j'ai à côté au niveau du prix face aux structures, qui est qu'on est en train de faire un pullback, et que très probablement la fin de ce cycle sera décalée dans le temps, pas du tout liée au halving, mais liée à la demande, qui devrait se poursuivre l'année prochaine jusqu'à atteindre un paroxysme de conneries. Et autant vous dire que personnellement, j'ai donc déjà mis des alertes sur ce truc pour savoir, dès que tout le monde commence à regagner de l'argent, je saurai que le fin du bull market nous pendra au nez à horizon un trimestre. Et pour l'instant, je n'ai pas du tout l'impression que ce soit fini. On n'est pas du tout arrivé sur des schémas de pure spéculation, etc. On est arrivé sur des excès spéculatifs, rien de comparable. Encore une fois, la structure de prix ne corrobore pas du tout le même schéma qu'ici, mais une forme de schéma hybride entre ces deux-là, qui correspond à peu près à la phase de celui-ci, c'est-à-dire on a des phases de poussée un peu paraboliques, et puis derrière des fortes consolidations très émotionnellement impactantes, mais on en finit par s'en remettre, et évidemment reste une dernière poussée. Je doute que notre dernière poussée ici se mette en place aussi verticalement à l'époque, avec des ratios multiplicateurs de x8, x10. On est quand même, pour l'instant, on va dire, à des bitcoins qui s'échangent à peu près autour de 45 000, donc ça m'étonnerait quand même qu'on aille à 450 000. Bon, c'est toujours possible, mais ça me paraît un peu futuriste. Puisque, comme on le dit, si le modèle que j'entrevois ici, de dissipation des effets de supply pour une augmentation des effets de demande à travers le temps, on devrait donc très logiquement, là aussi, voir l'effet stock-to-flow se réduire. C'est-à-dire, à moyen terme, cette courbe doit donc moins dépendre de la demande et doit normalement se normaliser. Surtout qu'ici, on est dans du log, donc voilà. Ok, donc on a fait cette première analyse, pour moi la principale, qui est donc de dire, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de mesurer
dans un bull market, le nombre de gens qui font de l'argent et de voir que par rapport à l'aspect cyclique qu'on en connaît aujourd'hui, il me semble qu'il nous reste un cycle qui devrait, à partir du moment où on entre dans une phase de profit généralisé, s'étendre à peu près sur une durée d'un trimestre. Si je regarde le supply and loss, c'est-à-dire là, on regarde le marché sous un autre angle, hein, c'est-à-dire ce qui nous permet de différencier et de visualiser les creux de marché très très facilement. On voit bien qu'ici, à partir d'un moment où on a des schémas d'inversion sur ces métriques-là, c'est là où on voit tout de suite qu'on va pouvoir avoir un bottom majeur. Et on les trouve très facilement. Donc là, est-ce qu'on est proche d'un bottom majeur en termes de compte en perte? Ben non. Clairement, non, 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 non et non. Ça ne le montre absolument pas. Pour l'instant, alors que de plus en plus de coins arrivent, pour qu'on se dirige aujourd'hui vers un marché logiquement en perte, il faudrait que les pertes ici soient cumulées bien au-delà de ça. Et pour l'instant, on n'en est pas. On n'y est pas là. On en est très 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 loin. Il faudrait qu'il y ait pratiquement 11 à 12 millions de bitcoins qui soient en perte hein, par rapport au prix d'entrée dans le wallet et le prix de sortie sur transaction. Donc on n'en y est pas encore, on en est même très très loin. Donc si vraiment on se dirigeait vers un crack, ah bah alors autant vous dire que c'est pas 30 000 $ qu'on va acheter, hein. On va retomber à 8 000, 10 000, etc. Il va vraiment falloir destroy littéralement tous les comptes de trading. Rendez-vous compte, il faut qu'il y ait pratiquement plus de 50% des comptes qui sont en perte pour qu'on arrive sur la fin majeure d'un bottom de crack. Moi, perso, le prix où j'ai payé mes bitcoins, avant qu'ils retombent en perte, il va falloir y aller. Donc, c'est vraiment compliqué et comprenez qu'il y a de plus en plus de gens qui, justement, ont cette vision aujourd'hui de la demande va se poursuivre, donc je ne lâche rien. Donc comprenez bien qu'avant d'arriver à pain trade, ce genre de personnes qui hodl et qui ont acheté à des prix très attractifs, ça devient quasiment impossible aujourd'hui dans le schéma actuel. Donc oui, il nous faut de nouveaux participants de marché pour qu'on puisse à terme, dans un bear market, refaire encore une fois des baisses très douloureuses qui mettent certains comptes en perte. Donc voilà, moi j'ai l'impression encore une fois qu'on est très loin d'avoir suffisamment de nouveaux arrivants qui achètent donc avec des prix élevés pour qu'on puisse espérer repasser majoritairement sous leur prix d'entrée à terme. Voilà. Donc ça, c'est pour l'analyse de la partie demande, c'est-à-dire la partie psychologique de ce marché. Après, il y a plein d'autres métriques qui m'intéressent ici et principalement celui-ci. Hop, une petite seconde le temps que ça charge. Voilà, ce cycle-là, très très intéressant puisque c'est celui qui nous permet de voir les schémas de construction qui participent au marché et quel est l'aspect spéculatif de ce marché. Pourquoi aujourd'hui on n'a rien à voir par rapport à la hausse de l'époque? Ça se voit. En fait, plus ce graphique est vert ici, d'accord, plus tout simplement la part relative de ce marché est maintenue par les gens qui ont des capitaux stocké depuis un bon moment. Ce qu'on y voit ici, c'est que la plupart des volumes qui sont à l'intérieur ici et qui sont échangés, ou la partie, on va dire, maintenue de la market cap, étaient détenus principalement par des gens qui avaient hodl, c'est-à-dire des gens qui avaient acheté le crack, et plus les prix montent, plus ils distillent. Au profit de quoi? Évidemment, des spéculateurs de court terme qui tiennent les coins moins de 24 heures, etc. On voit bien ici le schéma d'ascension spéculative de ce marché. Ce qu'on voit, c'est que ça correspond également avec ce qu'on avait vu principalement avant. C'est la même chose. En fait, tous les sommets de marché spéculatifs, où on est vraiment sur une vraie parabole, hein, parce que là, je vous rappelle qu'on est en échelle logarithmique. Hein, si je vous mets ça sur des prix non logarithmiques, c'est un truc de dingue. Là, on part de 13 $ en bas. Hop, pardon, on arrive à 165. On est sur du x10 en quelques temps. Hein. Donc, retenez que ça, c'est hyper violent. Aujourd'hui, les ratios de x10 en l'espace de 2 ou 3 mois, ça n'arrivera probablement plus sur le Bitcoin. Ou en tout cas, il faudrait changer pas mal de choses. Donc, vous voyez bien que la nature de ce marché change. Et oui, évidemment, ici, on a connu un pic de spéculation. Mais ce que je trouve assez rigolo, c'est que ce pic de spéculation ici ne correspond pas avec le pic de marché. Regardez, ici, à chaque fois, c'est vraiment d'une précision extrême. On est sur le sommet de marché. La spéculation cause le repli. Aujourd'hui, la spéculation, elle a spiké ici, sur ce point-là. C'est-à-dire pas du tout le point haut. Ça, c'est ce qu'on avait connu, la pattern de distribution. Derrière, la pattern d'accumulation. Qu'est-ce qu'on y voit dans cette pattern d'accumulation?
pour moi, on n'y voit qu'une chose. Le supply aujourd'hui reste assez sincèrement tenu par des gens qui détiennent les coins depuis plus de 3 à 5 ans. C'est-à-dire que si on compte le cycle de halving autour de 4 ans, moi ce qui m'intéresse principalement, c'est justement cette courbe verte de gens qui ont buy the dip en 2019 et qui aujourd'hui, à horizon 2021, en sont à 2 à 5 ans et à eux deux, ils détiennent à peu près 8% de la market cap. Alors évidemment, tout le reste est aujourd'hui sur des comptes à plus court terme, parce qu'il y a quand même des prises de profit de ces gars à long terme, etc., etc. Mais une part assez relativement significative du supply est détenue par des gens qui hodl. Et tout ce que je vois, c'est que ces gens-là n'ont pas du tout déchargé comme ils avaient déchargé à l'époque. À l'époque, au moment du pic, d'accord, les hodlers tenaient même plus 1% de la market cap. Aujourd'hui, si on prend les gens qui détiennent depuis longtemps, on est à plus de 7 à 8% actuellement. Alors est-ce qu'on a fait un sommet de marché ? Personne ne le saura jamais, mais ça paraît assez peu probable. À partir du moment où des gens sont dedans depuis plusieurs années et qu'ils ne bougent pas, c'est qu'ils estiment que ça continue. Donc il y aura très probablement un autre pic de spéculation, ce dont on a parlé juste avant, et celui-là, j'espère bien voir à ce moment donné, les jetons détenus à moyen terme se réduire. Et là, on aura la probabilité de voir effectivement des excès de spéculation, des sommets de marché, et là, un timing pour vendre. Alors, évidemment, ici, on étudie de la demande. Donc, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'assumptions qui ont été faites. Oui, il y a toujours un aspect halving qu'on ne peut pas encore négliger, mais je pense qu'aujourd'hui, la demande liée à l'adoption rapide des bitcoins surpasse largement l'offre. Et à ce moment-là, on fait donc cette assumption. Il ne s'agit jamais de trader une idée, mais là, encore une fois, de regarder des métriques qui, je suis navré, mais de façon statistiquement significative, ne corroborent pas le scénario du sommet de marché déjà en place. Le fait de dire, ça y est, le marché est spéculatif, il va s'écrouler, tout le monde a cru dans les bitcoins, etc. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui croient dans les bitcoins aujourd'hui, mais la répartition statistique du marché ne corrobore pas des excès spéculatifs, navré de vous le dire. Ça corrobore en revanche probablement un cycle comme à l'époque, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir une deuxième phase de pic un peu plus spéculative cette fois, et effectivement, celle-là, selon sa nature, si les coin hodls sont distribués, dans ce cas-là, il faudra commencer à penser effectivement à une sortie. Il faudra surveiller, comme on l'a dit, le fait que dès que beaucoup de comptes vont commencer à être tous en gain, il faudra se donner un petit signal d'alerte que ça risque de s'effondrer à partir du moment où beaucoup de spéculation entrera, et si on a plus de 3 mois d'affilée où tout le monde est en train de gagner des millions facilement, etc. À ce moment-là, il faudra peut-être s'inquiéter des niveaux de valorisation, rechercher des niveaux de résistance et commencer à prendre des TP partiels avant même de présager d'un bear market. Puisque, rappelons-le encore une fois, ces marchés sont certes spéculatifs, très liés à la demande, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'adoption. L'adoption, c'est que si on a 3% de la population qui détient des bitcoins et que dans 2 ans, on est à 50%, il va bien falloir que les 45% qui manquent rentrent et donc achètent. Et ça, encore une fois, ça alimente la demande, même si elle est très spéculative, ça peut alimenter des replis de volatilité. Mais je vois aujourd'hui encore une fois des gens qui continuent de statuer sur les stock-to-flow models, alors que, comme on l'a dit, ils sont basés principalement sur la réduction du supply, ce qui, à mon avis, ne fait plus aucun sens aujourd'hui. Ce marché est principalement drivé par la demande, on connaît le supply, on peut le prévoir du coup, grâce au halving, mais aujourd'hui, c'est la demande qui a pris le relais. Et c'est pour ça qu'on voit des distorsions sur les fameux cycles qu'on voyait tout à l'heure. Et à mon avis, c'est pas prêt de changer. Voilà. Évidemment, on pourrait faire cette analyse sur les mêmes métriques, sur Ethereum, etc. Mais c'est juste pour vous faire une base d'analyse quantitative. Donc, par rapport à Bitcoin, est-ce qu'on est en fin de cycle? Est-ce que Bitcoin va fermer la porte à tout le monde? Ça, c'est bien plus compliqué à voir. En soi, je ferai peut-être cette analyse une deuxième fois pour éviter que ça dure 30 ans sur Ethereum. Mais pour aller à la conclusion directement, c'est à peu près quelque chose de similaire qu'on a aujourd'hui sur Ethereum. On n'a pas du tout de distillation des gens qui ont acheté les coins pendant le crack. Bien au contraire, ils continuent d'attendre, ce qui est exactement ce que je fais et ce qui ne fait encore une fois que confirmer que je suis probablement dans le vrai. On n'est pas sur la fin du cycle. Ceux qui ont acheté attendent patiemment que les autres fassent mumuse avec les prix, puis quand ils auront fini, la valeur reparlera d'elle-même et elle est probablement partie pour s'exprimer à la hausse. Elle va probablement driver un nouveau cycle de spéculation et ce sera probablement celui sur lequel il faudra récupérer des profits l'année prochaine.
Voilà, ceci dit, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Je vous rappelle que ceci est une idée, et même si ici elle est corroborée par des outils techniques, ce ne sont pas des outils techniques que personnellement j'utilise depuis des années pour pouvoir mettre mon tampon dessus, et loin de moi l'idée d'utiliser 3 cycles d'un quelque chose pour présumer de la 4e vague, mais bien entendu, enfin de cycles existants pour présumer de l'existence de la 3e, mais il y a quand même ici, on va dire, une statistique qui est mieux que juste d'y aller au pifomètre de gens qui pensent que ça va s'écrouler parce qu'il y a trop de gens qui achètent ou qui vendent. Ah oui, d'où viennent ces statistiques? Qui achète? Qui vend? Voilà. Ici, on a ces statistiques en face de nous. C'est de l'on-chain analysis. Donc tout ce qui est là ici, c'est pas du mensonge, c'est pas du pipeau, c'est pas des inventions. Et ça ne pointe pas, à mon avis, dans la direction d'un bear market. Navré.